Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés depuis la dernière vidéo, ça compte beaucoup et c'est ça qui permet à la chaîne de grandir et de gagner en visibilité sur YouTube et ainsi de pouvoir permettre au plus grand nombre d'accéder à ces entretiens avec ces grands égyptologues qui partagent avec plaisir leurs connaissances. Aujourd'hui, on fait une interview avec Yanis Gourdon. Il est maître de conférences en égyptologie à l'université Lumière Lyon 2 et il a sorti un ouvrage en 2016 qui est celui de Pépi Ier et la 6e dynastie aux éditions Pygmalion. Je vous le recommande très chaudement. Il a également écrit un article dans la revue Égypte, Afrique et Orient que vous pouvez voir ici. Très belle revue. C'est le numéro mars, avril, mai 2018. Vous pouvez aller le trouver sur le site de la revue et le commander. Et il a écrit dans cette revue un article sur Zébi, un tailleur de pierre Tinit à Atnoub. Et encore une fois, je vous le recommande très fortement, c'est absolument passionnant. On va avoir plein de vidéos, plein d'interviews à venir. On va avoir notamment Frédéric Rouffet. Je me suis entretenue à 2 reprises avec lui. On va avoir une première interview sur la magie et une deuxième sur la médecine. Vous verrez qu'elles sont complémentaires. On aura également Karine Madrigal qui va nous parler des frères Champollion. Clémentine Audoui qui va nous parler, elle, des fluides corporels. Et on aura à nouveau Yanis Gourdon qui nous fera le plaisir de nous parler des pyramides. En attendant, écoutons-le sur la question de la première période intermédiaire. C'est parti, on l'écoute. Bonjour Yanis. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup de participer et donc du coup de venir chez moi étant donné la condition. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'Ancien Empire et de la première période intermédiaire. J'aime bien aborder cette question-là parce que on parle de manière générale beaucoup. La vidéo qu'on a abordée en tout cas du Moyen Empire et du Nouvel Empire, d'ailleurs peu du Nouvel Empire elle était, mais la question de l'Ancien Empire on en parle trop peu, particulièrement la première période intermédiaire, parce que je pense que la plupart des personnes qui nous regardent ne savent pas ce qu'est la première période intermédiaire, ou qu'il y a même des périodes intermédiaires d'ailleurs. Oui, déjà, en réalité. Donc, posons le contexte. Alors, oui, alors déjà, pour situer ces questions de première période intermédiaire et de période intermédiaire en général, donc il faut dire que l'histoire de l'Égypte ancienne, ou l'Égypte dite pharaonique, se compose de 3-4 grandes périodes qui sont l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, et puis ce qu'on appelle la Basse Époque. Et qu'entre chacune de ces grandes périodes, il y a ce qu'on appelle des périodes intermédiaires qui correspondent en fait à des phases d'instabilité politique, d'éclatement du pouvoir politique justement. Il n'y a plus d'unité du pays et ça s'accompagne d'un certain nombre de... comment dire, au niveau artistique par exemple, il y a des évolutions, pas toujours hyper positives, mais parfois, certaines périodes ont montré justement une richesse artistique, et d'ailleurs même durant la première période intermédiaire, dont il va être question maintenant. Comment on y vient à cette première période intermédiaire? Qu'est-ce qui fait à la fin de l'Ancien Empire qu'on transitionne? Enfin, on transitionne pas tant que ça d'ailleurs. Oui, alors justement, ça c'est une des grandes questions qui se posent, parce que la transition entre l'Ancien Empire et le début de la première période intermédiaire, donc entre la fin de la 6e dynastie, donc aux alentours de 2200, donc avant Jésus-Christ, et donc cette première période intermédiaire où où l'État est fractionné, cette transition n'est pas claire du tout. Parce que nous manquons d'informations sur, déjà, la chronologie des rois de la 8e dynastie, par exemple. Alors, c'est vrai que je parle de la 8e dynastie, j'ai fait 6e, 8e dynastie, quid de la 7e dynastie. D'après, en fait, les dynasties ont été établies d'après Manéthon, donc qui avait rédigé pour Ptolémée II une histoire de l'Égypte pharaonique, hein, les Aegyptiaca. Et donc, d'après Manéthon, la 7e dynastie, c'est soit 70 rois en 70 jours, soit, si je me souviens bien, ça doit être 5 rois en 70 jours, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est évidemment peu vraisemblable. Donc, alors, soit Manéthon ne disposait pas des informations concernant cette dynastie-là,
elles avaient été perdues et du coup il a bricolé un peu comme il l'a fait pour d'autres. Et soit, effectivement, c'est une dynastie fictive et puis donc on passe à ce qu'on appelle la 8e dynastie. Et cette 8e dynastie, qui est directement l'héritière en fait de la 6e dynastie, parce qu'on a des rois comme celui qu'on pourrait appeler Néferkaré II Nébi, qui lui a l'air d'être à la fois attesté dans les sources contemporaines, égyptiennes de la 8e dynastie, et dans des sources postérieures, comme la table d'Abydos, par exemple, de Séti Ier. Donc lui, on sait qu'il doit se situer à peu près par là. On sait, d'après une stèle fausse porte qui a été retrouvée dans le complexe funéraire de Pépi II à Saqqara Sud. Alors la stèle fausse porte est très fragmentaire, mais on sait qu'il était fils de Pépi II, si je ne m'abuse, et fils d'une Enrhénès Pépi IV. Donc là, on a un lien qui est clair. Et donc, ce roi-là, on sait qu'il appartient à ce qu'on appelle la 8e dynastie. Après, pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Donc, on a beaucoup de sources, en fait, qui mentionnent tous ces rois. On a des sources au Wadi Hammamat, par exemple, où on a, par exemple, un roi Imhotep. On ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas qui il est. Mais en tout cas, il y a eu une expédition qui a été lancée sous son règne, au Wadi Hammamat. Alors, est-ce que c'est un roi qui contrôlait toute l'Égypte, ou est-ce que c'est un roi local peut-être plus proche de Coptos ou autre? Ça, on n'en sait rien. On a d'autres rois, tous les rois qui sont, enfin les quelques rois qui sont mentionnés dans les fameux décrets de Coptos. Donc, en fait, dans la ville de Coptos, justement, celle qui contrôlait l'accès au Wadi Hammamat, pardon, a fourni un certain nombre de décrets qui avaient été enfouis de manière d'ailleurs très pieuse, puisque ils avaient été un peu... on avait soigné finalement cet enfouissement, on avait prêté une grande attention au fait que les faces inscrites devaient être protégées ou autres. Et donc, même s'il y a eu des infiltrations d'eau que maintenant les décrets sont quand même pas en super état, mais on a un certain nombre de ces décrets qui mentionnent des rois postérieurs à Pépi II et antérieurs au roi de la dynastie héracléopolitaine, qui correspond à ce qu'on appelle la 9e et 10e dynastie. Donc, mais on ne sait pas d'ailleurs quelle est vraiment l'étendue de leur pouvoir. D'après le formulaire, ça a l'air quand même d'être du royal classique. Moi d'ailleurs, j'ai souvent tendance à rapprocher, en fait, à vraiment rapprocher la 6e et la 8e dynastie. C'est vrai que déjà, il y a un lien généalogique. Alors, on sait que les liens généalogiques au niveau des dynasties égyptiennes, c'est pas toujours ce qui permet de définir une dynastie. L'exemple le plus flagrant, c'est Djéser, qui est le fils du dernier roi de la 2e dynastie. Donc, et pourtant, il inaugure une nouvelle dynastie, et en plus une grande période. Donc voilà, pour brosser un peu... Et est-ce qu'on n'a pas la question aussi de la longueur du règne de Pépi II? Ouais. Alors ça, c'est effectivement une question qui apparaît beaucoup dans la littérature. Le fait que Pépi II a régné, alors non pas 90 ans comme c'est mentionné, si je me souviens bien dans Manéthon, mais une soixantaine d'années, d'après ce que nous disent les sources. On a la mention pour Pépi II d'un second Hebsed. Donc c'est cette fête jubilaire qui intervient au bout de 30 années de règne pour régénérer les forces du roi pour qu'il puisse continuer à régner finalement. Et donc le fait qu'il y ait un deuxième jubilé est vraisemblablement, enfin on a d'autres éléments qui montrent bien que Pépi II a régné très longtemps. Ce deuxième jubilé montre qu'il a dû effectivement régner au moins une soixantaine d'années. Peut-être un petit peu plus, mais pour le moment on n'a pas d'éléments qui permettent de dire qu'il serait même allé jusqu'à 70, pourquoi pas. Ça reste un très long règne déjà en fait. Oui, déjà c'est énorme. Alors ça s'explique aussi par le fait qu'il est monté sur le trône très jeune. Donc alors, on ne sait pas quel âge précisément, mais on a par exemple la fameuse lettre de Herkouf,
donc à Assouan, enfin sur l'île à Kumbetelawa, pardon, donc dans la grande nécropole justement des nomarques du premier nome de Haute-Égypte. Donc dans cette inscription, on a, dans cette tombe, on a la copie d'une lettre que Pépi II a adressée à Herkouf pour lui demander de lui ramener un nain, pygmée, ça dépend des traductions, peu importe. Donc qu'il avait ramené de ses expéditions, et par le ton, on a vraiment l'impression que c'est un enfant qui parle. Il est tout émoustillé à l'idée de voir ce pygmée. Il dit « Non, mais prends-en bien soin, il faut absolument qu'il lui arrive rien, hein. Mets des gardes tout autour de lui. » Donc c'est vraiment très particulier. Et cette lettre est datée de la deuxième année du recensement, donc ça doit être aux alentours de, je crois que c'est ça, oui, aux alentours de l'an 2, enfin de l'an 4 plutôt, parce que ce sont des recensements bisannuels. Donc on est vraiment au début de son règne, donc il monte sur le trône, c'est un enfant. On sait aussi qu'il il y a eu une régence en fait, hein, qui a été assurée par sa mère, Enrhénès Pépi II, donc une épouse de Pépi Ier, et en même temps la mère de Mérénrê, enfin une épouse de Mérénrê Ier qui était en fait le fils de sa sœur. Enfin c'est un imbroglio assez sympathique à démêler d'ailleurs, mais qui peut paraître un peu complexe. Et donc on sait qu'elle a été régente, hein. Il y a des éléments qui le montrent très clairement, et notamment il y a ce fameux relief que j'appelle le relief de la régence, qui était au Sinaï, c'était au Wadi Marara, où on la représente avec des attributs qui ne sont pas les attributs classiques d'une reine, hein. Elle tient dans sa main, enfin dans une de ses mains, la croix en C, la croix dite de vie. Elle a un uræus au front, ce qui est l'attribut typique des rois. Donc Pépi lui-même n'est pas, enfin Pépi II n'est pas représenté. On a son protocole royal, l'année de règne d'ailleurs, et je crois que je ne me souviens plus de l'année de règne précisément, mais je crois que ça correspond plus ou moins à celui de la lettre de Herkouf. Donc il est clair que Pépi II est monté sur le trône très jeune, et c'est ce qui explique entre autres qu'il a eu cette si grande longévité. D'accord. Et oui, pour terminer de répondre, parce que je m'égare, n'hésitez pas à me recadrer, pour terminer de répondre à votre question, on a donc souvent dit qu'à cause de cette longévité, eh bien, Pépi II était mort sans avoir eu d'enfant, ou ses enfants ne lui auraient pas survécu, ce qui aurait engendré une crise dynastique. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, déjà on sait qu'il en a eu un, parce que Néferkaré II Nébi, clairement, c'est un fils de Pépi II. Donc, il reste à savoir quand est-ce qu'il est monté sur le trône. Est-ce que c'était juste après il y a probablement eu, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus non plus, mais probablement eu un Mérénrê II, hein, qui n'est pas attesté dans les sources contemporaines. Il est attesté sur la liste d'Abydos, hein, juste après Pépi II, justement, et juste avant la fameuse Nitocris. On en reparlera sûrement. Mais on sait, dans les sources contemporaines, par contre, que Pépi II a eu un fils qui s'appelait Nemti-Emsaf. Or, Nemti-Emsaf, c'est aussi le nom de naissance, le nom de fils de Ré, de Mérénrê Ier. Donc là, on a un fils aîné du roi qui s'appelle Nemti-Emsaf, qui vient après Pépi II. Il y a quand même des chances, effectivement, qu'il a probablement pas régné longtemps. Ça c'est à peu près assuré, on va dire, si vraiment il y en a eu un. Donc c'est ce qui explique, finalement, le fait que certains pensent qu'il n'y a pas eu de Mérénrê II, et d'autres, comme moi, qui pensent qu'il y en a eu un, mais avec un règne très court. Mais en tout cas, Pépi II a eu des enfants qui sont montés sur le trône, à un moment donné. Combien de temps ça a duré, ça, on ne sait pas. Ok. Et tout à l'heure, vous avez fait référence justement à Djeser. Oui. Et donc, les parallèles du coup que vous en faisiez, est-ce qu'on peut développer davantage sur Djeser?
Les parallèles avec Djéser, là, et donc pour parler de la transition finalement entre l'époque tinnite qui précède l'Ancien Empire et puis donc la première période intermédiaire, finalement, si vraiment il y a césure entre la 6e dynastie et la 8e dynastie, on est dans un cas tout à fait identique avec ce qu'on a vu avec Djéser, puisqu'effectivement, si on prend le cas de Néferkaré II, Nébi, eh bien, c'est un fils de Pépi II et il appartiendrait à la 8e dynastie. Donc de même que Djéser appartient à la 3e dynastie alors qu'il est fils d'un roi de la 2e. Donc même chose pour Mérenrê II. Après, le problème c'est qu'il nous manque des éléments historiques. Pas seulement chronologique et en lien avec les rois et la succession des rois, mais on ne sait pas ce qui se passe pendant le tout début de cette première période intermédiaire, le tout début de cette 8e dynastie. Manifestement, il y a certains rois qui ont pu avoir accès et commander des sarcophages en granit, par exemple, pour leur tombe. Donc, s'ils ont pu commander des sarcophages en granit, ça veut dire qu'ils avaient accès aux carrières de granit d'Assouan, donc tout au sud de l'Égypte. Donc, on peut penser qu'ils avaient une mainmise sur l'ensemble du pays. Après, il n'est pas interdit de penser non plus qu'ils aient pu contrôler une partie de l'Égypte, mais pas nécessairement toutes les régions. C'est un peu ce qui s'est passé justement dans la phase un peu plus avancée de la première période intermédiaire, au moment de l'opposition entre Héracléopolitains et Thébains. Donc, mais bon, manifestement, il y a des rois qui contrôlaient quand même tout le pays. Mais après, pour savoir justement lesquels précisément, on a trop peu d'informations, hélas. Donc maintenant, on en est réduit à attendre que de nouvelles sources sortent, qui nous permettent justement d'avancer dans notre connaissance de cette transition, notamment entre la 6e et la 8e dynastie. Et est-ce qu'il ne serait pas possible que du coup les expéditions en question soient davantage, par exemple, des expéditions pour récupérer quelque chose et que du coup, sur le coup de l'expédition, ça nous montre une sorte de mainmise, mais qu'en réalité, après, en revenant là-haut, il n'y a pas en fait un pouvoir sur l'ensemble du pays, que c'est juste en fait ponctuel pour aller récupérer. Alors ça effectivement, c'est possible, c'est un peu ce que je disais pour le granit d'Assouan. Peut-être qu'on pouvait quand même accéder au granit d'Assouan en contournant certaines régions qui s'étaient fermées complètement au reste du pouvoir. Pourquoi pas? Alors c'est vrai qu'on a une impression qui est peut-être un peu biaisée, mais quand on regarde les inscriptions du Wadi Hammamat, et notamment les inscriptions royales, en général, on a l'impression que parfois le fait de n'avoir aucune mention de roi pendant un temps correspond plus ou moins justement à des périodes intermédiaires ou des périodes un peu troubles. Donc a priori ici on a des inscriptions, c'est qu'il y avait un contrôle, mais le problème c'est qu'on a quand même des rois qu'on fait appartenir finalement à la 8e dynastie, en fait on n'en sait rien, qui ont lancé des expéditions Wadi Hammamat. Qui sont ces rois? Est-ce que ce sont des rois locaux ou pas? Là-dessus, on a quand même, on est vraiment dans un flou complet. Et c'est vrai que c'est très très difficile d'arriver à savoir qui contrôle quoi à quel moment. Ouais, étant donné surtout que justement pendant la première période, les périodes intermédiaires, c'est vrai que du coup on a peu de sources par rapport aux périodes Ancien Empire, Moyen Empire. Et donc ça, ce serait dû justement au fait que comme on n'a pas un centre de pouvoir particulier, on n'a pas également des référencements c'est-à-dire les nomarques, etc., ou les vizirs qui prennent davantage de place, ne vont pas laisser davantage de documents. Alors là-dessus, je dirais, là aussi, ça peut être trompeur, parce que par exemple, on sait qu'il y a une dynastie héracléopolitaine, on en dit deux d'ailleurs, 8 et 9, mais à mon avis, c'est quand même plus ou moins la même chose. C'est un peu comme la 7e, la 8e, au final, c'est la même chose. Donc, pour les héracléopolitains, on sait
qu'il y a une dynastie héracléopolitaine, qu'il y a eu des rois, qu'ils se sont opposés aux rois thébains, mais on n'a pas la nécropole des rois d'Héraclépolis. Alors, il n'est pas impossible que, au moins à la toute fin de la 10e dynastie, Méricarré se soit fait enterrer non loin de la pyramide de Téti à Saqqara. Parce qu'il y a quand même des éléments textuels qui l'indiquent. Après, tout le monde n'est pas d'accord, mais ça, c'est le jeu. Hein. Heureusement, c'est comme ça que la science progresse. Mais donc pour le coup, on sait qu'il y a des rois, mais les sources textuelles concernant ces rois sont extrêmement limitées. Alors il y a des mentions dans la tombe d'Ortiphie, par exemple, où justement qui relate cette opposition, donc ça c'est intéressant. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a un centre, même s'il ne contrôle pas tout le pays, qu'on va avoir nécessairement de la documentation qui va aller avec. Donc c'est pas pour le coup, enfin à contrario, c'est pas parce qu'on n'a pas d'informations sur le contrôle que pouvaient avoir les rois de la 8e dynastie qu'ils ne contrôlaient pas l'ensemble du pays. Donc, je sais pas si c'est très clair. Si, c'est toujours le même problème au final, c'est la question des sources. Hein. Bah oui, voilà. Tant qu'on les a pas, on peut les pas sources, savoir, leur interprétation aussi, parce que quand on a justement la mention d'un roi comme Imhotep que je mentionnais au Wadi Hammamat, bon, on est bien content de voir qu'il y a un roi. Il y en a un autre qui s'appelle Iti aussi. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, Iti, c'est celui qui envoie une expédition en lien avec la construction de sa pyramide. On a le nom de sa pyramide, donc il y a quelque chose qui se met en place. Après, peut-être qu'il a lancé l'expédition puis qu'il est mort avant même que l'expédition revienne, et du coup, bon, ça a arrêté les travaux. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été enclenché. Donc au final, oui, on reste quand même beaucoup dans le flou. Ouais. Donc tout à l'heure, quand on parlait de Pépi, du coup Pépi II, on a parlé, enfin vous avez évoqué Nitocris. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on évoque Nitocris ? Alors, Nitocris, c'est un cas particulier, puisque c'est une des premières reines de l'Égypte qui est mentionnée dans les sources, avec le problème qu'elle est mentionnée comme reine dans des sources tardives. Hein, justement, chez Hérodote, chez Manéthon. Dans les sources égyptiennes, même d'ailleurs moins tardives, on va dire, mais qui ne datent pas de l'Ancien Empire et de la première période intermédiaire, comme par exemple la liste d'Abydos, de Séti Ier, il est question d'un roi, Necherkaré, qui est justement le successeur de Mérénré II. Et c'est vrai que c'était Newbery en son temps, qui avait fait un rapprochement phonétique en fait entre Nitocris, Necherkaré. C'est vrai que j'avoue que j'aime assez l'idée. Alors Allen avait émis quelques réserves par rapport à ce rapprochement, mais en tout cas, je pense qu'on peut quand même le faire. Donc on a déjà cette possibilité-là. Et puis il y a le fameux papyrus, le canon royal de Turin, hein, qui liste tous les rois depuis les temps immémoriaux jusqu'au début du Nouvel Empire. Et il est fait mention, alors là c'est Kim Rayholt en plus qui a fait une reconstitution, il a fait un travail de fourmi et extraordinaire pour recomposer les petits fragments et les replacer à leur place. Et donc il a pu montrer que pour la partie qui concerne cette Nitocris, qui est mentionnée en tant que telle, en tant que Nitocris dans le canon royal de Turin, eh bien, elle était aussi, enfin, ce roi était aussi appelé Sipta, c'est-à-dire en fait Sapta, le fils de Ptah. Donc le fait que ce soit le fils de Ptah montre que à cette période-là, Nitocris, quelle que soit la façon de le rendre, a été considéré comme un roi et pas comme une reine déjà. Ce serait un peu curieux d'appeler, de donner comme petit nom à une fille le fait qu'elle soit le fils d'un dieu. Alors le problème que ça pose, c'est que je pense que là on a une recomposition tardive.
parce que déjà, Nitocris, alors ça pourrait être Neiti Keret, qui est une composition qu'on peut trouver à la première période intermédiaire. Pas nécessairement quand même dans les noms royaux, donc déjà c'est un problème, mais bon, pourquoi pas. Par contre, Sapta, ça ne peut pas fonctionner. Durant la première période intermédiaire, on commence à avoir des noms qui évoquent des filiations divines, portées par des particuliers, mais ce sont toujours des femmes qui sont filles de, soit filles de roi, filles de divinité. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Donc par rapport à ces sources, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui ne colle pas tout à fait à ce qu'a pu être cette réalité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc c'est très difficile de savoir s'il y a corrélation par exemple entre Necherkare que j'évoquais et Nitocris. On ne sait pas si ce Necherkare était un homme ou une femme. D'accord. Donc, et en fait, moi je me demande même si l'histoire liée à Nitocris n'est pas une recomposition qui ferait intervenir à la fois le fait que à la fin de l'Ancien Empire, il y a eu une femme extrêmement importante qui a régné, hein, c'est justement la mère de Pépi II. Et si on n'a pas fait un rapprochement, parce que justement on avait conscience qu'on finissait une période importante, hein, l'Ancien Empire, même si elle n'est pas nommée comme ça dans les écrits de Manéthon, hein, mais on avait conscience qu'on fermait une période de la même manière, et on a essayé en fait de calquer les choses sur la manière dont le Moyen Empire s'est fermé. Puisque le dernier souverain mentionné dans les sources de Manéthon, c'est Néferu Sobek, qui était pour le coup une pharaone. Mais alors là, clairement, hein, puisque elle est représentée, il y a un très beau buste ou un torse au musée du Louvre qui la représente, et elle a des attributs purement royaux, et on voit clairement que c'est une femme. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc je me demande si on n'a pas fait, dans cette recomposition en fait, historique, voyant que le Moyen Empire s'était clos comme ça, que la première période intermédiaire, son démarrage était un peu cafouilleux, on va dire, et qu'on a essayé de faire un parallèle, et donc de créer cette Nitocris à partir de ce souvenir qui a pu être... parce que même si Manéthon a écrit beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs, on voit quand même qu'il avait accès à des sources de première main, des archives royales ou des archives de temple, et où d'ailleurs, il y a des faits qui sont assez troublants. Si on peut revenir par exemple sur le début de la 6e dynastie, il évoque le fait que Téti, le premier roi de la 6e dynastie, a été assassiné par son garde du corps. Les éléments archéologiques et textuels actuellement en notre possession, et ça a été montré par les études de Naguib Kanawati, montrent qu'il s'est passé quelque chose à la fin du règne de Téti et au commencement du règne d'Ouserkaré, qui est très peu documenté, mais on sait qu'il a existé, et puis ensuite Pépi Ier. Et effectivement, il y a des personnages, on a effacé leur nom, on a martelé leur représentation. On sent qu'il y a du crime de lèse-majesté derrière tout ça. Un assassinat n'est pas du tout exclu. C'est même assez probable. Donc on voit que, eh bien, malgré tout, Manéthon avait quand même accès à des sources ou à une tradition aussi qui a pu se perpétuer au fil des siècles. Alors c'est un temps extrêmement long, mais bon, ça arrive. Mais ce qui est très difficile à faire, c'est de démêler le vrai du faux, parce qu'après, quand on a je sais plus si c'est pas le premier roi, Ménès, qui est mort en faisant une chasse à l'hippopotame, bon. Puis alors, quand on parle d'Hérodote, c'est même encore plus croustillant, quand il dit que qu'il n'avait pas les fonds pour faire construire sa pyramide, qu'il a envoyé sa fille se prostituer pour payer, pour financer la construction de sa pyramide, et qu'elle a tellement bien bossé qu'elle a même réussi à se faire une petite pyramide pour elle, qui se trouve entre les 3 pyramides de Rennes qui sont devant la pyramide de Khéops.
Là, on peut se dire quand même que raisonnablement, il y a de l'invention derrière. Alors, c'est pas de l'invention nécessairement de Manéthon, mais en tout cas, qu'il y a des histoires, des contes ou autres qui se développent au fur et à mesure. Ouais. Donc voilà pour ce qu'on peut dire de Nitocris. Très bien. Bah, c'est super. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous en prie. Même si on va se retrouver un de ces quatre pour parler de pyramides plus amplement. Ah bah ce sera avec plaisir. Et puis en attendant, merci beaucoup. Et puis bonne journée. Au revoir Laetitia. Au revoir.